Homéostasie, partie 2. Donc, on a vu les 7 éléments de la réaction homéostatique. Il nous reste à parler, donc, voir des exemples et parler de rétroinhibition et de rétroactivation. Alors, sans plus tarder, premier exemple que je vous présente, c'est au niveau de la thermorégulation. Donc, on a ici un homme qui est en train de faire de la pêche sur la glace. Et donc, on va voir à travers cet exemple-là nos 7 éléments de la réaction homéostatique. Donc, on dit ici le stimulus, hein, le froid, la température extérieure ici, abaisse la température corporelle sous la normale. Donc, notre petit bonhomme assis sur le bord de l'eau a froid. La température corporelle est descendue sous la normale, donc en dessous de l'intervalle qui est approprié. Pour mesurer ça, il y a des récepteurs. Dans ce cas-ci, c'est la température, donc on va parler de thermorécepteurs. Donc, des thermorécepteurs qui sont à différents endroits. On retrouve entre autres des thermorécepteurs au niveau de la peau. Donc, dans toute la peau, on va avoir des récepteurs qui vont mesurer un peu la température de la peau, qui vont ressentir l'effet de la température extérieure. Et on a aussi des récepteurs qu'on appelle ici les récepteurs centraux de l'hypothalamus. Donc, dans l'hypothalamus, qui est une structure au niveau de l'encéphale, on a des récepteurs centraux qui, eux, mesurent vraiment la température corporelle interne, qui mesurent la température du sang. Donc, j'ai des thermorécepteurs qui mesurent le stimulus initial, qui est la diminution de la température corporelle. L'information au niveau des thermorécepteurs doit se rendre jusqu'au centre de régulation, le centre de régulation qui est l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus, vous allez voir, il va revenir très souvent. C'est un très grand centre de régulation qui a un paquet de fonctions. Donc, entre autres, au niveau de la thermorégulation. Donc, les récepteurs centraux qui sont déjà dans l'hypothalamus, ben eux, ils n'ont pas vraiment de voie afférente parce qu'ils sont déjà dans le centre de régulation. Mais les thermorécepteurs qui sont au niveau de la peau, ben, ont une voie afférente qui est, dans le fond, l'emprunt de structures nerveuses, donc envoi d'un influx nerveux qui va amener l'information des thermorécepteurs de la peau vers l'hypothalamus pour mentionner, dans le fond, qu'on ressent le froid extérieur au niveau de la peau. L'hypothalamus, mon centre de régulation, va donc avoir la mesure, l'information comme quoi la température corporelle est plus basse que la valeur de référence et donc va pouvoir envoyer des commandes qui vont avoir pour but éventuellement de ramener la température à sa valeur normale. Et donc, de l'hypothalamus, via des voies efférentes, donc l'hypothalamus c'est une structure nerveuse, il va envoyer des influx nerveux, donc les voies efférentes, donc les commandes vers les effecteurs vont être des influx nerveux, vers les effecteurs, donc des cellules ou des organes qui peuvent poser une action, qui peuvent faire un effet, qui peuvent faire une réponse. Et donc, ce qu'on voit ici dans notre petit carré bleu au niveau des effecteurs, on va avoir les effecteurs et la réponse un peu enclavées toutes les deux dans ce petit carré-là. Donc, au niveau des effecteurs, on parle ici les vaisseaux sanguins de la peau. Les vaisseaux sanguins, c'est un organe, c'est des cellules, donc c'est l'effecteur. Les vaisseaux sanguins se contractent. Se contractent, c'est la réponse, c'est mon effet. Hein, donc, on sait quand on a froid, qu'est-ce qui arrive? Ben, le sang qui est à la surface de notre corps, ben, nos vaisseaux sanguins se contractent pour que le sang soit concentré vers l'intérieur et donc pour qu'on arrête de perdre de la chaleur via la peau. Donc, ça permet de garder la chaleur un petit peu plus à l'intérieur. Donc, les vaisseaux sanguins, c'est l'effecteur, c'est un organe, c'est une cellule. La partie se contracte, c'est la réponse, c'est l'effet. On dit ici les glandes sudoripares deviennent inactives. Les glandes sudoripares, c'est des cellules, c'est des organes, c'est l'effecteur, deviennent inactives, arrêtent de s'activer, c'est la réponse. Et on parle des muscles squelettiques, un autre effecteur, qui se contractent et qui font des frissons pour produire de la chaleur. Donc, on a ici les muscles squelettiques, c'est l'effecteur. La production de chaleur via les frissons, c'est notre réponse, c'est l'effet. Et donc, mes effets ici, ben, vont avoir pour effet final, si on veut, d'augmenter la température corporelle ou de faire que la température corporelle revienne à sa valeur normale. Donc, stimulus, récepteur, voie afférente, centre de régulation, voie efférente, effecteur et réponse. Mes 7
élément d'une voie homéostasique. Dans le cas de la régulation de la température, ici, on parle d'un mécanisme de rétroinhibition, OK? Et je vais revenir sur la définition un petit peu plus globale ou la définition plus précise de rétroinhibition dans une petite minute. Je vais juste montrer que dans le manuel, donc on a la figure pour la régulation de la température corporelle au niveau du froid. Puis on aurait exactement la même chose pour le chaud, OK? Avec un stimulus à température qui augmente, des thermorécepteurs qui mesurent ça, qui envoient l'information vers le centre de régulation. Dans ce cas-ci, le centre de régulation pour la température, c'est l'hypothalamus, donc c'est le même. Et l'hypothalamus envoie des commandes via des voies efférentes vers des effecteurs. Si on regarde ici, bien, la différence, c'est peut-être au niveau des effecteurs et des réponses. Il y a certains des effecteurs qui peuvent être les mêmes, comme par exemple les vaisseaux sanguins et les glandes sudoripores dans ce cas-ci, qui sont les mêmes effecteurs, mais qui vont faire les actions contraires. Là, ici, ce qu'on veut, c'est relâcher de la chaleur pour diminuer la température corporelle, donc les vaisseaux sanguins qui vont se dilater et les glandes sudoripores qui vont s'ouvrir pour produire la sueur qui va venir rafraîchir la surface de la peau en s'évaporant. Le tout pour ramener la température à la normale. Et dans les deux cas ici, que ce soit lors de la diminution de la température corporelle ou lors de l'augmentation de la température corporelle, on est dans des mécanismes de rétroinhibition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la rétroinhibition? Donc, je reviens sur le petit graphique, dans le fond, qui nous montrait un peu, hein, j'ai des variables qui peuvent changer, comme la température, par exemple, dans un certain intervalle. Et on dit, ben ça bouge toujours un petit peu à l'intérieur de cet intervalle-là. Donc, la rétroinhibition, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque ma réponse dans ma réaction d'homéostasie, elle est en sens inverse de la variation qui avait été vue au départ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si ma variable que je mesure, par exemple, ma température corporelle augmente, bien, la réaction d'homéostasie va être de la faire diminuer. Et à l'inverse, si les variables diminuent, bien, ma réaction homéostasique va servir à la augmenter. OK? Donc, j'ai un stimulus qui varie dans une direction et ma réponse varie en sens inverse. Donc, j'ai une variable qui augmente, mon corps va travailler à la ramener. Les mécanismes de rétroinhibition, c'est le mécanisme principal dans notre organisme parce que la plupart de nos variables dans notre organisme, bien, ils doivent rester à l'intérieur de cet intervalle-là. Et donc, si ça dépasse dans un sens, bien, mon organisme travaille en sens inverse pour toujours le ramener pour que ça reste relativement stable. Hein? C'était ça l'aspect pointu important de notre définition d'homéostasie, c'est le fait de garder notre organisme, notre milieu interne relativement stable. Et donc, ben, quand je regarde au niveau de la température, ben, si ma valeur est trop haute, mon système cherche à la baisser. Si ma valeur est trop basse, mon système cherche à la monter. Si je regarde d'autres types d'exemples, au niveau de la glycémie, par exemple, ce serait la même chose. Hein? Donc, j'ai un certain intervalle, glycémie normale entre 3,9 et 6,1. Ben, si je suis en hyperglycémie, mon corps va travailler, la flèche rouge ici, hein, c'est mon corps qui travaille, c'est ma réaction homéostasique, ben, va travailler à ramener ma glycémie à l'intérieur de mon intervalle. Si ma glycémie diminue, mon corps va travailler à ramener ma glycémie dans mon intervalle. Donc, rétroinhibition, ça veut dire que je vais essayer, dans le fond, d'arrêter. Mon stimulus, il monte, ma glycémie, elle monte. De l'inhibition à dire inhiber quelque chose, ça veut dire arrêter, diminuer. Et donc, si ça monte, ben je vais inhiber, je vais essayer de le stopper puis de le ramener vers l'intervalle adéquat. Donc, les mécanismes de rétroinhibition, presque toutes nos variables vont être contrôlées de cette façon-là. Mais, il existe aussi une deuxième façon de faire de l'homéostasie, qui est des mécanismes de rétroactivation. Et les mécanismes de rétroactivation, bien, ceux-là sont vraiment moins fréquents, donc ils vont arriver seulement dans des cas très, très précis. On vous présente l'exemple de l'allaitement ici, mais au fil de notre étude des différentes choses, on va voir que la coagulation, ça va être un mécanisme de rétroactivation, que l'accouchement, ça va être un mécanisme de rétroactivation. Donc, il y en a quelques-uns qui vont fonctionner comme ça. Donc, lorsqu'on a de la rétroactivation, en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que si j'ai un stimulus qui augmente, ben ma réaction d'homéostasie, on va avoir l'impression qu'elle va aller dans le même sens, c'est qu'elle va comme augmenter encore plus qu'est-ce qui est en train de se passer.
Donc, si on regarde le schéma ici qui nous est présenté pour l'exemple de l'allaitement. Donc, le petit bébé a faim, on va prendre l'enfant, on va le mettre au sein de la mère et l'enfant va commencer à téter le sein de la mère. Mais normalement, les seins, ils coulent pas d'emblée tout de suite. Le lait est à l'intérieur de la glande mammaire. Donc, le bébé qui va téter le sein, ça va être la stimulation initiale qu'on va retrouver au niveau du sein de la mère. Donc, mesurée par des mécanorécepteurs, des récepteurs qui sont sensibles à la déformation et qui vont donc détecter la déformation au niveau de la succion du sein. Donc, les récepteurs détectent ça, envoient un influx nerveux, ok, donc ça c'est ma voie afférente, un influx nerveux vers le centre de régulation qui, encore une fois ici, est l'hypothalamus. L'hypothalamus, donc, qui reçoit la stimulation qui provient du sein, va libérer une hormone qu'on appelle l'ocytocine. Ok, donc, via un influx nerveux à une glande, va libérer une hormone, l'ocytocine, qui est la voie efférente, donc un message qui s'en va dans le sang, dans ce cas-ci, puisque c'est une hormone, vers des effecteurs. Et dans ce cas-ci, les effecteurs, ce sont les cellules musculaires qui se retrouvent au niveau des glandes mammaires. Donc, l'effecteur, on se rappelle, hein, un organe ou des cellules qui sont capables de faire des actions. Les cellules musculaires qui sont au niveau de la glande mammaire sous l'effet du message, sous l'effet de l'ocytocine, vont se contracter. Ça va écraser les alvéoles remplis de lait et ça va permettre la réponse ou l'effet qui est l'éjection du lait de la glande. Donc, le lait commence à sortir du sein. Donc, le bébé qui tétait le sein, qui avait rien, ben grâce à toute cette voie-là, tout à coup, il y a du lait qui arrive. Le bébé qui reçoit le lait va commencer donc à boire ce lait-là et il va le boire, ok, de façon un peu plus forte même, ok. Donc, au début, la tétée est relativement faible, rapide et tout ça, mais quand le lait commence à sortir, ben là, la succion va se faire à des grandes gorgées pour boire le lait. Donc, le bébé qui boit, ben ça continue d'être détecté par les récepteurs parce que la succion est encore là, le stimulus s'intensifie. Les récepteurs mesurent ça, continuent d'envoyer des influx à l'hypothalamus qui continue de libérer de l'ocytocine. L'ocytocine qui continue de permettre la contraction musculaire des cellules musculaires des glandes mammaires pour continuer l'éjection du lait. OK? Et donc, cette boucle-là s'auto-active. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à ce que le bébé a plus soif. Quand le bébé a plus soif, ben, c'est lui, ploup, qui arrête, qui lâche le sein. Et là, ben, la stimulation va s'arrêter. Donc, mon bébé qui boit et qui continue à boire, ça réactive la boucle, ça réactive la boucle, ça réactive la boucle. OK? Donc, c'est pour ça qu'on parle de rétroactivation dans ce cas-là. Et ce qui va permettre d'arrêter une boucle de rétroactivation, ben, c'est quand le stimulus initial va s'arrêter. Donc, généralement, ben, par exemple, ici, on a l'enfant qui se détache du sein et qui arrête de téter le sein, donc ça s'arrête. Donc, voilà pour rétroinhibition et rétroactivation. Mini résumé de tout ça. OK? Donc, homéostasie, là, je pars de capsule 1 aussi. Donc, si on résume homéostasie, des systèmes d'homéostasie, c'est quelque chose qui est dynamique. Ça veut dire que ça bouge. OK? C'est en mouvement, il y a des changements et on mesure des choses. On a 7 composantes là-dedans. Stimulus, récepteur, voie afférente, centre de régulation, voie efférente, effecteur et une réponse. Le centre de régulation, c'est normalement le système nerveux ou le système endocrinien qui, eux, sont capables de communiquer donc avec les autres organes du corps via les influx nerveux et les hormones. La plupart des réactions homéostatiques sont régulées par rétroinhibition et ben, si tout ça, ça fonctionne pas ou si on a une réaction homéostasique qui fonctionne pas, ben, c'est là qu'on va voir apparaître des maladies. Donc, par exemple, un diabétique qui est pas capable de contrôler son glucose sanguin, ben, le diabète, c'est une maladie due à une réaction d'homéostasie qui ne peut pas se faire. Donc, maintenant, on a atteint nos objectifs, être capable d'expliquer l'homéostasie et ses composantes, être capable d'expliquer la rétroinhibition et la rétroactivation. Alors, on va tester tout ça via nos activités d'apprentissage.